Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Oui, Alexandre, on commence avec ça. Donald Trump, hier, il était vraiment dans... Tu sais, c'est parce que l'histoire du 51e État, ça a parti dans un souper, supposément. Oui. Puis là, il y a Justin Trudeau, il y a d'autres invités, toutes sortes de monde à la table. Puis même Dominique Leblanc, qui était présent, le ministre de M. Trudeau, dit c'est une boutade. Là. Il a fait une farce. Tu pourrais devenir le 51e État. Ça... Moi, j'achetais ça, là, cette thèse-là, que Trump, gros gens comme devant, viennent gagner les élections, il se pense bon. Mais là, hier, il est dans une conférence de presse. Des questions sérieuses des journalistes sur le Groenland, sur le canal de Panama. On lui demande, est-ce que vous pourriez recourir à la force militaire dans ces cas-là? Il ne l'exclut pas. L'exclut pour le Canada, mais il dit que le Canada, on va utiliser la force économique. Ouais. Là, on commence à essayer d'interpréter de façon de plus en plus pointue, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça. Ça veut dire quoi, la force économique? Est-ce que c'est via ces tarifs qu'il a réitéré? Moi, ailleurs, je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'il fait, mais moi, je pense, mais on ne sait plus. Là. Alors, mettre à genoux l'économie, par exemple, du Canada, avec des tarifs de l'ordre de 25 %. Cette conférence de presse-là, c'était sa première en 2025. Ça a duré une bonne heure. Là, et vraiment, il allait dans toutes les directions. Donc, annexé par la force le Groenland, le canal de Panama, changer le nom du golfe du Mexique pour le golfe de l'Amérique aussi. Il a dit ça. Et pour ce qui est du Canada, si vous demandez, coudonc, c'est-tu réellement une blague? Il a réitéré dans les dernières heures, il a publié sur ses réseaux sociaux, dans le fond, c'est une carte conjointe là, des États-Unis, du Canada. Tout ça est drapé d'un drapeau américain et il a écrit « Au Canada ». Alors, dans sa tête, il continue là, via cette obsession-là. Cette fois, les réactions, Mario, ont été beaucoup plus musclées. Tant de la part du premier ministre Justin Trudeau, qui a écrit « Le jamais au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis ». La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, aussi, a affirmé que les commentaires de Trump démontrent une incompréhension totale de ce qui fait du Canada un pays fort. Et il y a même le chef conservateur, Pierre Poilievre, qui a écrit que le Canada ne serait jamais le 51e État, point à la ligne. On vous a préparé un petit montage, donc, des déclarations du président élu Donald Trump. We're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Alors, en gros, il dit, oui, je vais aller de l'avant avec les tarifs pour le Mexique et le Canada. Puis là, après ça, il réfléchit à voix haute. Regardez, là, on pourrait enlever l'espèce de petite ligne imaginaire et faire référence à la frontière. C'est une ligne imaginaire qui a été dessinée comme ça en parlant de la frontière. C'est ça. Mais t'es conscient que ça, c'est le même gars qui, quand il se retourne vers le Mexique, qui dit la ligne imaginaire là, dans le Rio Grande, la ligne imaginaire entre le Mexique et les États-Unis, c'est la frontière. Il est prêt à construire un mur. Exact. Là, cette ligne-là est importante. Oui, est importante. Au nord, c'est une ligne imaginaire qui a été dessinée, mais au sud, ça, c'est une ligne qui est tellement majeure qu'il faudrait y construire un mur. C'est curieux, la stratégie, quand même, derrière ça. C'est quoi? C'est de jouer dans la tête des autres? Oui, je pense que c'est de l'intimidation. Est-ce qu'il fait le calcul? Ce qui va être à surveiller? Là, il y en a un sondage. À mon avis, ça a été sondé une seule fois. Il y a un seul sondage sur la question. Si tu le refais en février, tu le refais en avril, tu le refais en juin, mettons qu'au Canada, ça passe, la dernière fois, c'était quoi? C'était entre 13 et 15 à peu près. Là, bon. Puis peut-être un petit peu plus élevé, exemple, dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest Calgary. Mais mettons que ça monte à 18, puis à 22, puis à 27, là, Trump va dire, mais là, de mois en mois, il y a de plus en plus de Canadiens qui adhèrent. Peut-être que ça va être l'inverse aussi, peut-être que ça va baisser, mais tu dis, est-ce qu'il... Peut-être qu'il n'y a pas un plan. Parce que des fois, on a tendance à penser que Trump a un plan aussi. Bon, on voit à l'écran les gens qui nous regardent à la télé sur le câble. Vous voyez la carte destinée là, au Canada avec un gros drapeau américain qui couvre là, tout le territoire. Alors peut-être qu'il n'y a pas un plan aussi précis. Là. Peut-être que c'est juste, il lance ça. Ça fait de l'intimidation. Ça fait capoter tout le monde au Canada. Ça fait jaser. Ça fait parler de lui. Lui, ça le fait rire. Ça l'amuse. Puis ça met Justin Trudeau à genoux pour la négociation à venir. Parce que ça... The Art of the Deal, dans son livre sur comment on fait un deal, le principe est simple. Tu t'assois jamais à la table avec quelqu'un pour faire un deal. Tu le mets d'abord à genoux, puis après ça, tu négocies. Là. C'est la base. En fait, je veux pas être plate, c'est comme ça qu'il a bâti son empire. Ces constructions d'hôtels, puis il est pas le seul à avoir fait ça dans l'immobilier, là. Mais lui, il faisait construire. Puis là, il y a des employeurs, là, des gens, là, des entrepreneurs en construction qui avaient fait les travaux.
Eux avaient payé leur staff, ils avaient payé le matériel, ils avaient tout payé. Puis lui, il les payait pas. Puis là, quand il était sur le bord de la faillite, là, quand la banque était sur le bord de rappeler leur prêt, mais là, il est réglé à 50 cents dans la pièce, 60 cents dans la pièce. C'est réglant, mais... Fait que, tu sais, tu fais construire tes affaires pour une fraction du prix parce que tu mets tout le monde à genoux. Puis juste à la veille de leur faillite, tu les sauves en leur payant juste ce qu'il faut pour éviter la faillite. Mais dans le fond, ils n'auront jamais fait leur profit normal sur leurs travaux. Ils vont avoir perdu de l'argent pour travailler pour toi. Là. C'est la méthode Trump. Là. Moi, j'entends ça, puis je trouve que c'est challengeant sur l'éthique, mais ça marche, c'est ça qui est Oui, plat. mais je pense pas que ça empêche de pas dormir la nuit. Mais ça fonctionne Je pour pense lui. pas que l'éthique, c'est l'affaire numéro 1. Là. Alors, parions que ce sera au menu et ça va revenir dans les discussions. Mais Il y aura... t'as-tu vu la réaction de Doug Ford? Doug Ford propose que... Ça n'a pas été couvert beaucoup, mais j'ai vu son point de presse. Doug Ford propose entre autres, non, s'il y a quelque chose qui doit se faire, là, nous autres, le Canada, on a les moyens, on va racheter l'Alaska. On va s'asseoir avec Donald Trump. On va racheter l'Alaska. Alors, je sais pas s'il va proposer ça ce soir au Conseil de la Fédération. Il y a une rencontre virtuelle là, des premiers ministres sans M. Trudeau. Ouais. Ce qui serait bon, c'est de convaincre mettre Trump dans le trouble, ce serait de convaincre les dirigeants de l'Alaska, là, des politiciens importants et la population de l'Alaska qu'il serait mieux de joindre le Canada. Bon, revenons au Parti libéral du Canada. C'est un parti dont l'avenir va se jouer dans les prochaines semaines. Mais il y a un moment important aujourd'hui parce que ce fameux caucus qui aurait montré la porte à M. Trudeau s'il n'avait pas quitté 2 jours avant, ben, il se tient quand même. On parle d'un long caucus, presque toute la journée, des députés libéraux. Et là, ben, ils vont parler de l'avenir de leur parti. Oui, alors, caucus national aujourd'hui, ce sera intéressant de regarder un peu les mines, les déclarations dans les corridors également. T'as raison, c'était vraiment aujourd'hui un peu l'échéance que M. Trudeau a devancé lundi en annonçant son intention de démissionner comme chef du parti, mais aussi comme premier ministre, lorsque le parti a retrouvé son remplaçant. Maintenant, qui sera le remplaçant? Et ça, on entend toutes sortes de noms. Et là, hier, on a eu des précisions en ce qui concerne l'avenir de François-Philippe Champagne, qui a écarté, parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs là, hier qu'il l'envoyait peut-être là, dans la course à la direction du Parti libéral au Québec. Ça, il l'a écarté. Mais il considère sérieusement la course à la direction du Parti libéral fédéral. Je vous fais entendre d'ailleurs sa déclaration. Est-ce que vous considérez la job? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est un moment important. Vous savez, il y a une période qui vient de finir, il y a une nouvelle ère qui commence. Et moi, vous savez, j'ai toujours mis de l'avant un profil économique, d'avoir un Canada ambitieux, un Canada prospère. Mais c'est une candidature certainement très sérieuse. Pour moi, le handicap principal de lui ou de Mélanie Joly, c'est que, vu du Canada anglais, là, présentement, le dernier chef, Justin Trudeau, était un Québécois francophone. Et il y a une alternance, historiquement. Et il y a une règle d'alternance historiquement. Et si on regarde l'évolution récente du Canada, on n'est pas tellement... si on change la règle d'alternance, ça va être plus un francophone, 2 anglophones que deux francophones, un anglophone, là, si tu regardes l'histoire moderne du Canada. Donc, je doute... en fait, pas je doute, mais je vais le redire autrement. Il faudrait que la performance et l'attrait de la candidature d'un Québécois francophone comme Mélanie Joly ou comme François-Philippe Champagne soit exceptionnel. Il faudrait que leur candidature soit incontournable pour surmonter, pour que les gens se disent « Ah ben là, tant pis pour l'alternance, là on prend le meilleur, puis oublie ça. » Mais à mon avis, ils partent, eux, avec, nonobstant leur personnalité, leurs compétences, leur capacité personnelle, ils partent avec un handicap. C'est une histoire complètement folle. En fait, c'était un peu un mystère en termes d'affaires judiciaires. Un jeune homme retrouvé mort devant un poste de police à Salaberry de Valleyfield. C'était le 27 décembre dernier. Le corps de la victime, Alejandro Wale Blanco, avait été retrouvé à bord d'un véhicule stationné tout juste devant le poste de la Sûreté du Québec. Et là, il y a... On ne savait pas trop qu'est-ce qui avait pu arriver. Non. Et là, il y a sa sœur qui s'est confiée à nos collègues du journal. Et imaginez, ce serait une ultime partie de roulette russe qui aurait vraisemblablement coûté la vie à son frère, âgé de 23 ans, il y a 2 semaines. Alors, elle a raconté un peu là, ce qui s'est produit, notamment là, dans les dernières heures, c'est-à-dire selon ce qu'un témoin aurait raconté là, à sa sœur. Il aurait été donc installé, la victime, sur la banquette arrière du véhicule, aurait retiré 5 balles du barillet d'un revolver avant d'en remettre 4. Et là, il aurait dit, on va voir si cette année, ce sera ma chance. Ça coïncide avec
Tu sais, on se parlait de Squid Game Ben oui. un peu plus tôt Oui, cette absolument. semaine. Jeu du calamar, là, oui. La veille, la deuxième saison de la série a été lancée sur Netflix et dans le premier épisode, il y a 2 scènes de roulette russe qui ont vraiment été marquantes et qui ont été partagées à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, on verra bien. Mais si on regardait ça la veille, c'est dur de pas faire un lien. en tout cas, là. sa sœur s'explique mal ce qui aurait pu se passer dans la tête de son frère là, en disant, ben voyons, pourquoi il n'était pas déprimé, il n'était pas suicidaire, pourquoi il a fait ça? Il était sur la bonne voie, voulait, reprendre aussi, si on veut, commencer la construction au cours de l'été, il avait payé des contraventions, on comprend que, il y avait peut-être eu certaines mauvaises fréquentations selon ce que Il y racontait avait assez sa de mauvaise sœur. fréquentation pour avoir une arme illégale entre les mains. Bon, là. alors maintenant, à qui appartenait ce véhicule-là? Ça appartient à un homme dans la trentaine qui aurait été présent dans les moments précédant la mort de la victime. Ce gars-là aurait été rencontré par les policiers, les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il n'est pas accusé, donc on n'a pas son identité, mais il est soupçonné de négligence criminelle ayant causé la mort, selon ce qu'on peut lire dans le journal, d'outrage à un cadavre et de possession d'une arme à feu prohibée. C'est un individu qui aurait, selon les informations de nos collègues, une longue feuille de route criminelle. Série d'autres nouvelles judiciaires en rafale, en commençant par le procès de Gilbert Rozon. Oui, ça reprend aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Alors, je vous rappelle qu'il est accusé, donc, au civil d'agression sexuelle, de viol. 9 femmes, donc, qui l'accusent et lui réclament 14 millions en dommages punitifs. Aujourd'hui, ce qu'on va entendre, c'est le témoignage de Martine Roy, c'est l'ancienne belle-sœur de Gilbert Rozon. Elle dit avoir été violée par celui-ci en 1995. C'est le dernier témoignage, donc c'est la 9e demanderesse à se faire entendre. Et par la suite, ce sera Gilbert Rozon qui va témoigner pendant au moins une semaine. Toujours sur la scène judiciaire, Mohamed Al-Balouz, qui a été condamné à perpétuité pour avoir tué ses 2 enfants et sa conjointe, il est finalement incarcéré dans une prison pour hommes, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est notre collègue Yves Poirier qui nous apprenait ça. L'enjeu, c'est qu'il se présente, Al-Balouz, comme étant une femme maintenant. Il avait déposé, lui, une requête pour purger sa peine dans un établissement pour femmes. Mais il a fait son procès. Le juge parlait au féminin, il disait madame, les avocats, c'était Levana, c'était plus le même nom, c'était Levana Balouz. Alors, au niveau du système carcéral, ce qu'on dit, c'est qu'il est actuellement en évaluation et en fonction des résultats, l'évaluation, ça peut prendre même plusieurs mois, mais en fonction des résultats, sa demande pourrait être acceptée ou refusée d'ici quelques mois. Et pour la famille de la victime, c'est pas particulièrement clair, les critères. Moi, hier, une avocate me disait c'est des critères de sécurité. Là, je comprends qu'il y a des critères, le meilleur intérêt de la personne. Je devine, là, c'est moi qui parle, je devine qu'on doit essayer de mesurer, autant que faire se peut, la sincérité de la démarche. Parce que c'est vraiment une personne... Les gens qui ont assisté au procès... Peut-être certains sont biaisés parce qu'ils sont de la famille des victimes, mais semble plus parler d'un cirque. Ah oui, pour la famille des victimes, c'est un non-sens, là. En disant, Al-Balouz se sert de son nouveau ressenti pour adoucir sa peine. Mais on sait qu'Al-Balouz a été odieux de A à Z dans ce procès-là, se représentait lui-même, a fait des déclarations épouvantables pour la famille des victimes. Alors, c'est sûr qu'on peut comprendre leur réaction. Mais donc, pour l'instant, prison pour hommes. Oui, prison pour hommes. Bon. Suivi dans le dossier de ce bébé abandonné à Trois-Rivières. Oui, donc la femme qui a abandonné son bébé en pleine rue le 1er janvier, semble-t-il qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte avant d'accoucher. En tout cas, c'est du moins ce qu'avance un organisme de la région qui lui venait en aide. C'est la directrice générale du centre Le Havre de Trois-Rivières, Karine Dahan, qui dit que la dame est connue de leur service depuis 3 ans et elle lance un appel là, pour éviter des amalgames, pour faire un lien trop rapidement avec l'itinérance là, dans cette histoire-là. La femme a comparu brièvement hier matin depuis sa cellule du centre de détention Leclerc à Laval. Il y a d'autres accusations là, qui pourraient être déposées contre elle, là, en plus là, d'avoir omis à fournir les choses nécessaires à l'existence. Pour l'instant, c'est ça, là, l'accusation va revenir en cours le 4 février. Quant au bébé, il est toujours dans un état critique à l'hôpital. Il avait été recueilli là, par des témoins qui avaient vu ça, qui avaient réussi à réchauffer le bébé. Je vous fais entendre là, la directrice générale du centre Le Havre de Trois-Rivières, Karine Dahan. Elle est en détresse pas parce qu'elle est itinérante, elle est en détresse parce qu'il se passe quelque chose dans son corps qu'elle ne comprend pas. Comme une explosion, un tremblement de terre, un tsunami psychologique. Hein. Le contexte est un peu celui-là, d'une femme qui ne sait pas ce qui se passe. Qui a juste le temps de dire « je veux pas de ça, je veux pas de ça ».
C'est toujours mystérieux, ça. D'abord, enceinte sans le savoir, là, j'ai jamais été enceinte, je peux pas juger. Plusieurs femmes qui ont été enceintes disent ça nous étonne. Là. Il y a tellement de... Ben enfin... de changements dans le corps. Ben, c'est ça. Puis là, est-ce que tu t'en rends pas compte au point où un bébé sort puis tu comprends pas du tout ce qui se passe? Bon, on dit qu'il y a probablement une personne très intoxiquée aussi. Il y a une dimension misère humaine, mais c'est difficile de pas aussi y voir une certaine dimension d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on vit dans une société avec des règles. À un moment donné, il y a un minimum de responsabilité attendue là, d'un adulte. Là. Puis encore, s'il avait 18 ans et quelques jours, on dirait c'est quasiment une ado, c'est une jeune adulte, mais là, elle a presque 40 ans. Enfin, à suivre, la justice va certainement regarder ça sous toutes ses coutures. Et parlant de la justice, Isabelle, ben, ça n'en finit plus de finir dans le dossier Liam Payne. On se rappelle, en octobre dernier, l'ex One Direction a chuté d'un balcon, 3e étage d'une chambre d'hôtel à Buenos Aires. Les autorités parlent d'une mort accidentelle, donc il aurait cherché à sortir de sa chambre par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, puis il aurait perdu pied, aurait chuté du balcon. Mais cette première version, je me souviens qu'on en jasait ici, puis on se disait ouais, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Et les policiers semblent avoir enquêté de façon sérieuse quand même là-bas là, pour décortiquer tous les événements et qui pourrait avoir une responsabilité. Parce que là, l'histoire, c'est qu'il l'avait enfermé. Oui. Les gens l'avaient enfermé dans sa chambre. Alors qu'il faisait du saccage. Puis on avait vu des vidéos circuler également où il y a des hommes qui l'avaient pris dans le hall de l'hôtel, entre autres contre son gré. Il était confus. Il avait consommé plusieurs substances. En tout cas, c'est ce que les rapports avaient dévoilé. Puis là, il a perdu pied parce qu'il voulait s'enfuir de sa chambre. Il était confus. Donc là, il y a un premier homme qui s'est rendu aux autorités en Argentine pour avoir délivré de la cocaïne au chanteur. Et après cette arrestation-là, hier, il y a un autre suspect qui s'est rendu directement au commissariat de Barracas, donc c'est au sud de Buenos Aires, en Argentine. C'est un jeune homme de 21 ans et ce serait un employé de l'hôtel Casa Sur où se trouvait Liam Payne en question. Donc là, au total, c'est 5 personnes qui sont poursuivies, qui sont dans l'enquête finalement pour cette mort accidentelle du chanteur de 31 ans. Ils risquent tous 5 ans de prison. Je trouve quand même que l'enquête avance bien. Souvent, on n'a pas très peu de détails, on n'entend plus parler. Je trouve qu'à chaque semaine, on a des développements de cette histoire depuis octobre dernier. Finalement, hier à pareille heure, le Canadien était en série. Évidemment, la saison n'est pas finie là, à ce point-ci. Ce matin, il ne l'est plus. Mais non, on n'est plus en série, Mario. Qu'est-ce que tu veux? Il y avait plusieurs duels à l'affiche dans la Ligue nationale de hockey hier. Il y avait 2 matchs, moi, qui retenaient mon attention parce que c'était deux matchs qui avaient une incidence directe sur le classement. C'est extrêmement serré dans l'Est. D'abord, entre les Sénateurs et les Red Wings de Détroit, ça s'est réglé en prolongation. Une victoire des Red Wings 3-2. Et ça, c'est scénario d'horreur pour le Canadien parce que là, tout le monde fait des points. Là, ils se distribuent 3 points plutôt que seulement 2. Les Wings en ramassent 2, les Sénateurs en ramassent 1. Et dans l'autre match, même scénario au niveau des points, cette fois en tir de barrage. Et les Blue Jackets de Columbus qui ont remporté la victoire 4-3 contre les Pingouins de Pittsburgh. 4 équipes dans la lutte. Si bien que, lorsqu'on regarde le classement ce matin, Columbus est 8e avec 42 points. Pittsburgh est 9e avec 42 points. Les Sénateurs ont devancé le Canadien au 10e rang avec 41 points. Et on est au 11e rang avec 41 points, tout juste devant les Wings avec 40. Fait que le Canadien a reculé de 3 rangs. En une soirée. On joue juste vendredi. Non, mais c'est juste, ça nous donne une idée à quel point c'est serré. En même temps, c'est ça être dans le mix. Exact. Si l'expression être dans le mix veut dire quelque chose, c'est que tu rentres dans les séries, tu en ressors, mais que chaque match va devenir... On va suivre les matchs du Canadien avec un intérêt renouvelé. T'as raison. Pour vrai, est-ce que vous y croyez aux séries? Ben, si on rentre en série, ça va être par la porte d'en arrière. Mais c'est possible. Moi, de la façon que les jeunes jouent, puis il y a eu un point, puis c'est bien expliqué dans le journal ce matin, il y a eu vraiment un point de départ. Retour au jeu de Patrick Laine. La transaction, on est allé chercher le défenseur Alexandre Carrier. Lane Hudson, qui fonctionne très, très bien. Le rappel de Jacob Dobech. Le réveil de Kirby Dach, qu'on peut peut-être relier avec l'arrivée de Laine, qui semble y avoir redonné confiance. La constance de Suzuki. Cole Caulfield, qui a des très, très, très belles performances aussi. T'sais, nos jeunes performent bien. Ça se reflète depuis le voyage du temps des fêtes. Ça se reflète dans le classement. C'est un bon... Le Canadien, c'est l'équipe de l'heure en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je vous engagerais pour un speech de confiance à l'équipe. Non, mais je veux dire, on constate ce qu'on constate. Là. Tout à coup, il y a une espèce de miracle qui se produit. Ce qui va manquer de gaz, je pense pas que c'est une équipe qui pourrait supporter 2-3 grosses blessures. Mais je veux dire, hier, il était en série. Là. On peut pas dire que c'est impossible qu'il y soit. Ça demeure. Mais je veux dire, on revient à l'engagement de Jeff Molson. Ils sont dans le mix.